Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire organisé par Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine sur le sujet de la nutrition et de la santé. Ce webinaire s'intitule « Alimentation, activité physique et sédentarité, pourquoi agir sur mon territoire ?» Aujourd'hui, on va chercher à comprendre l'impact de ces déterminants sur la santé et également de commencer à mieux maîtriser pourquoi les collectivités territoriales ont un rôle particulier à jouer sur ces questions-là. Je m'appelle Charlotte Jeunet, je suis chargée de mission développement territorial à Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir d'animer cette matinée en compagnie de deux experts de la santé publique, Lucille Robert et Olivier Da Silva, puis de deux témoins territoriaux, Sylvie Vaquero et Ludovic Roued. PQNA, c'est le centre de ressources sur le développement territorial piloté par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine. On s'adresse principalement aux élus et aux chargés de mission des collectivités territoriales pour faciliter le déploiement des politiques publiques sur les territoires. Lorsqu'on parle d'alimentation, d'activité physique et de lutte contre la sédentarité, on voit bien la multitude de politiques publiques qu'on peut mobiliser sur ces sujets-là. Les missions de santé, les projets alimentaires de territoire, mais aussi les projets de mobilité active, les services sport, la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, notamment à travers le réaménagement des espaces publics, et j'en passe, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur l'ensemble de ces outils-là. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle d'accompagnement des collectivités territoriales financé par l'Agence régionale Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de la santé Nouvelle-Aquitaine, jusqu'en juin 2027. Notre objectif aujourd'hui, grâce à nos différents intervenants, c'est dans un premier temps de vous aiguiller sur les enjeux de santé publique qui se posent sur vos territoires et dans un second temps, d'illustrer ces propos à travers deux exemples de territoires, Anglet et le Grand Angoulême, qui sont particulièrement engagés et qui ont déjà mis en place des actions. Je suis accompagnée de ma collègue Maïwen Oden que vous pouvez retrouver dans le chat. N'hésitez pas à y poser vos questions, on aura un temps à la fin des interventions pour y répondre. Vous y retrouverez également des ressources et n'hésitez pas à partager également vos exemples de bonnes pratiques si vous le souhaitez. Avant d'accueillir nos différents intervenants, je souhaitais prendre quelques minutes pour reposer un petit peu le cadre national lié aux questions de nutrition et de santé. Pour rappel, ou pour votre information, la nouvelle stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat a été publiée en février 2026. Pour la première fois, les enjeux d'alimentation, de nutrition, de santé publique, de climat et d'environnement sont traités de manière systémique à travers l'approche Une seule santé qui a pour objectif d'optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. De cette nouvelle stratégie découle le nouveau plan national pour l'alimentation, PNA, et le nouveau programme national nutrition santé, PNNS, qui, eux, sont sortis il y a quelques semaines. Avec la stratégie nationale sport-santé, ce sont les deux principaux documents stratégiques qui encadrent les objectifs nationaux qui vont ensuite se décliner sur vos territoires, notamment à travers deux outils que vous connaissez bien, les projets alimentaires de territoire et les contrats locaux de santé. Ces deux documents remettent également sur le devant de la scène les chartes PNNS qui constituent un outil important pour piloter ou pour valoriser, les actions que les collectivités peuvent porter en matière de nutrition. Nous avons tous des niveaux d'appropriation différents sur ces sujets et on ne deviendra pas tous experts de la santé publique à la suite de ce webinaire. Néanmoins, l'objectif, c'est que vous repartiez avec des éléments tangibles pour vous aider à enclencher ou à développer un travail transversal sur les questions de nutrition et de santé. Enfin, il est important d'avoir en tête qu'il s'agit d'un premier rendez-vous, une sorte d'introduction au sujet, et qu'il y aura d'autres rendez-vous qui auront lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment des rencontres en présentiel dans les 3 ex-régions de la Nouvelle-Aquitaine, et également l'organisation de groupes de travail en ligne. Donc ce n'est que le début, et nous aurons d'autres moments pour échanger sur ces sujets. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir notre première intervenante, Lucille Robert,
pharmacienne de santé publique au CHU de Bordeaux et copilote du centre Polaris. Je vous remercie d'être présente parmi nous. Pour démarrer notre intervention, on l'a dit tout à l'heure, l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité sont des déterminants de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et finalement également nous rappeler quelle est la part des comportements individuels dans l'impact que ça peut avoir sur la santé ? Bon, alors tout d'abord, effectivement, il est important de définir et de déterminer ce que sont les déterminants de la santé, les déterminants sociaux structuraux de la santé, qui aujourd'hui sont quand même définis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Rapidement, les déterminants sociaux de la santé, ce sont tout un tas de facteurs qui vont influencer positivement ou négativement notre état de santé, l'état de santé de la population et des individus. Alors évidemment, il y a plusieurs échelles à ces déterminants. Il y a des déterminants individuels, alors ça va être l'âge, le sexe, le patrimoine génétique. Il y a ensuite des déterminants qui sont un petit peu supérieurs, qui sont les comportements, les modes de vie, alimentation, activité physique, le tabagisme, etc. Et puis après, on a des choses encore un peu plus structurelles que sont l'environnement physique dans lequel on évolue, son logement, la qualité de l'air, l'urbanisme, les transports qu'on a ou pas à disposition, notre environnement social et économique, nos revenus, les territoires dans lesquels on habite, etc. Puis il y a encore des déterminants qui sont encore plus structurels que sont les systèmes politiques, les normes culturelles, etc. Et puis il y a un dernier déterminant que j'oublie, mais qui est quand même important, qui est celui du système de santé et de l'offre de soins. Voilà. Donc tous ces facteurs, mis ensemble, sont les facteurs qui déterminent de manière structurelle notre état de santé global, bien-être mental, physique, social. Voilà. Ce qui est vraiment donc important de retenir, c'est que la santé, ce n'est pas une question, en tout cas ce n'est pas du tout qu'une question d'offre de soins, ni pas du tout qu'une question médico-centrée, sanitaro-centrée. C'est vraiment quelque chose qui a attrait à tous les pendant de la vie, parce que je l'ai dit, hein, voilà, il y a les revenus, il y a les modes de vie, il y a l'urbanisme, il y a l'offre de soins, etc., qui sont importants. Et d'ailleurs, il y a un chiffre dont je voulais vous faire part qui est quand même assez important et qui, il me semble, introduit bien ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le fait que 80% de notre état de santé se joue hors du système de soins. Alors ça veut évidemment pas dire qu'il n'est pas question, enfin il ne faut pas, ça veut pas dire qu'il ne faut pas se saisir et s'occuper et prendre soin de notre système de soins, bien au contraire, évidemment. Mais ça veut surtout dire que notre état de santé se construit dans notre quotidien, là où on travaille, là où on vit, là où on est, là où on étudie, là où on sociabilise. Et cet état de santé, il se construit et il s'abîme également là où on travaille, on vit, on sociabilise, etc. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre soin de tous ces déterminants sociaux et structuraux de la santé. Sur la question des comportements individuels, c'est aux alentours de 30 à 40% de notre état de santé qui va être altéré par nos comportements individuels. Mais par contre, et ça vraiment j'insiste là-dessus, ces comportements individuels, ils sont conditionnés par le contexte dans lequel les personnes se trouvent. C'est-à-dire que le niveau de vie, les revenus, les conditions de logement, les conditions d'isolement social, etc. sont autant de déterminants structurels qui vont conditionner, et ce dès la naissance, des comportements qui sont plus ou moins positifs et plus ou moins favorables à la santé. Ok. Du coup, si je résume et si je comprends bien, l'offre de santé, enfin l'offre de soins, c'est minoritaire dans je dirais, le gâteau global de l'état de santé. Et les comportements individuels sont façonnés finalement par l'environnement dans lequel on vit. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a pris conscience de ça, comment on peut imaginer du coup, en l'occurrence, on imagine assez bien du coup que les collectivités, à travers tout ça, elles peuvent avoir un rôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les différents champs, notamment dans lesquels les collectivités peuvent agir ? Tout à fait.
Donc on l'a dit, hein, enfin je viens de le dire là, que ce qui compte ce sont les environnements de vie, et il se trouve que les collectivités territoriales, et particulièrement le niveau municipal et intercommunal, est particulièrement important. Alors effectivement, tu as rappelé que d'après le Code de la santé publique, les communes ont des et le Code général des collectivités territoriales, et nos participants le savent très bien, les compétences en matière de santé des collectivités sont faibles, en tout cas en matière sanitaire à proprement parler. Pour autant, une fois qu'on a défini et qu'on a bien pris en compte ce que je viens de dire sur les déterminants sociaux et structuraux de la santé, sur le fait que ce sont les environnements dans lesquels on vit, dans lesquels on sociabilise qui comptent, et bien en fait là, on va regarder, on va se décentrer un peu, on dézoome un petit peu. Et là, on va se rendre compte que l'urbanisme, les mobilités, les cantines, l'alimentation, toutes les CCAS, la cohésion sociale, la vie associative, la vie sportive et culturelle sont autant de leviers qui sont majeurs en fait pour agir de façon bénéfique sur la santé en créant des environnements de vie qui permettent aux personnes de s'épanouir et ensuite, à terme, d'adopter des comportements qui soient favorables à la santé. C'est-à-dire que les collectivités, et plus particulièrement les villes, sont particulièrement intéressantes pour, en tout cas bien placées pour créer des conditions et des environnements de vie qui permettent ensuite aux individus de développer des comportements de santé qui sont favorables. Voilà, et donc les villes, qu'elles le veuillent ou non, de toute façon, vont produire de la santé, mais toutes les politiques vont produire de la santé, et les villes particulièrement en produisent, qu'elles le veuillent ou non. C'est comme ça, puisque par cette action sur les déterminants structuraux et sociaux de la santé. Et donc l'idée, c'est d'être capable de produire de la bonne santé et donc d'adopter un réflexe santé en décloisonnant les compétences, en décloisonnant le fait que les contrats locaux de santé ne sont pas que l'affaire des services de santé ou de santé publique, c'est aussi l'affaire par exemple, du service d'urbanisme, du service éducation-jeunesse, etc. Et toute cette transversalité, elle sera, la vraie intérêt, elle sera bénéfique, puisque tout le monde, si tout le monde va dans le même sens, avec des objectifs qui sont partagés, c'est une bonne chose. Sur comment faire et comment s'en saisir, il me semble que c'est important de partir par des approches de projets où chacune les collectivités vont se réunir autour d'un projet, et là chacun des services va pouvoir se focaliser sur un projet. Alors chacun il va y trouver son bénéfice qui est propre à sa discipline et les enjeux qui leur sont propres, mais les objectifs finaux sont partagés, et c'est ça qui est intéressant pour décloisonner. Peut-être pour aider nos participants à se rendre compte de ce que ça peut être finalement assez concrètement, un projet qui permet de réunir toutes les personnes peut-être pas, mais en tout cas un certain nombre d'acteurs autour de la table pour travailler sur ces questions de santé à travers un projet qui n'est pas étiqueté santé. Est-ce que vous avez peut-être des exemples que vous pouvez nous proposer, que vous avez peut-être déjà pu suivre ? Oui. L'entrée urbanistique, elle me semble assez adaptée et particulièrement intéressante, parce qu'il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de déplacement, de mobilité, de transport, de santé. Il y a tout un tas tout le monde y trouve un peu. Il y a plusieurs disciplines qui se retrouvent. Et il y a un projet, moi, que j'aime particulièrement, qui est celui du réaménagement des cours d'école. Alors certains vont appeler ça cours buissonnières, d'autres cours oasis, cours végétalisés. Et je les trouve très intéressantes, ces approches, parce que déjà elles concernent une population vulnérable par nature que sont les enfants, et qui sont la société de demain, et que quand même je rappelle que l'enfance, c'est aussi une période pendant laquelle les comportements favorables ou défavorables à la santé se construisent, particulièrement pendant cette période, donc c'est extrêmement important.
Et donc, ce qui est intéressant avec les cours végétalisés, c'est que ça va réunir autour de la table les services de l'éducation d'une ville ou d'une collectivité, les services urbanistiques, les services de la santé. Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs objectifs avec une cour végétalisée. On végétalise parce qu'on veut lutter contre la canicule et les îlots de chaleur, c'est quand même des enjeux qui sont d'ores et déjà prégnants, particulièrement dans notre région de Nouvelle-Aquitaine. Ça va aussi être de dégenrer la cour, de dégenrer parce qu'on sait que les cours classiques, il y a un terrain de foot en plein milieu avec les filles qui sont cantonnées au bord en fait sur les bancs assises, là où les garçons vont occuper beaucoup plus d'espace. C'est aussi un moyen de réaménager ces cours, de les repenser, c'est repenser les usages en favorisant des activités qui sont variées et donc souvent l'activité physique aussi, avec des mobiliers qui vont pouvoir être détournés par les enfants, des rondins de bois, des copeaux, des bancs, des cabanes, etc. Et tout ça, c'est des bons exemples de projets autour desquels une collectivité peut réunir tout un tas d'interlocuteurs pour faire de la santé, alors que sur le papier, les cours végétalisés, on ne se dit pas forcément que ça en est, mais pour autant ça en est, puisque ça agit sur tout ce que je viens de dire. Peut-être qu'effectivement, pour aider ces communes à choisir quels sont les projets prioritaires, quels sont les publics prioritaires, quels sont les sujets prioritaires sur leur commune, c'est pas toujours évident de savoir comment prioriser. Et on a souhaité, de notre côté, travailler avec l'Observatoire régional de la santé pour justement fournir un outil d'aide à la décision, pour justement pouvoir mieux appréhender ce qui se joue sur vos territoires, à l'échelle notamment intercommunale. Donc je vous propose d'accueillir Olivier Da Silva, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui ressort de cette étude. Oui, on va essayer. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Donc, on l'a dit en 2 mots, mais je vais le reprendre. Vous avez travaillé ces derniers mois, on va dire ça, sur du coup une étude à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour faire ressortir les enjeux qui se jouent sur les territoires, donc à l'échelle des départements et ensuite à l'échelle des intercommunalités, en prenant un certain nombre d'indicateurs, puisque, on l'a dit depuis un petit moment déjà, la question de la nutrition, elle n'est pas... on va dire, elle n'est pas si simple parce qu'elle comprend un certain nombre d'éléments et que déjà, quand on parle alimentation, activité physique et sédentarité, on voit bien qu'on est sur des sujets assez divers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez construit votre méthode pour aboutir aux résultats dont on parlera un tout petit peu plus tard? Oui, alors effectivement, d'abord c'est une commande de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et de PQNA. Et le but, c'est effectivement d'identifier les territoires qui sont, on va dire, un peu prioritaires sur ces thématiques. Mais déjà, il faut collecter les indicateurs disponibles, donc savoir quels sont les indicateurs dont on peut disposer sur la thématique, donc alimentation, nutrition pour ce projet. Et ces indicateurs, déjà, il faut qu'ils soient disponibles aussi à une échelle infradépartementale, puisque le but, c'est effectivement d'identifier les territoires infra. Voilà. Et il y a effectivement, d'entrée quand même, dire qu'il y a les données, par exemple, de surpoids, d'obésité ne sont pas disponibles à une échelle infradépartementale sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, voilà. Donc, on a collecté, on a essayé de faire une étude où, justement, ce qui a été évoqué tout à l'heure, il y a finalement différentes thématiques pour aborder l'alimentation, la nutrition. Alors, il y a l'état de santé. Donc, effectivement, donc, on n'a pas les données de surpoids et d'obésité à ces échelles-là. Donc, on est parti sur la collecte des indicateurs de santé dont on dispose et qui ont un lien potentiel, finalement, avec l'alimentation et la nutrition. Donc, on va parler de prévalence de maladies, de certaines pathologies, que ce soit les cancers, certains cancers potentiellement liés à ces thématiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies endocriniennes également, à travers donc prévalence de personnes malades sur les territoires, les taux de mortalité, les consommations aussi de certains médicaments, médicaments antihypertenseurs, les hypolipémiants, les choses comme ça, qui permettent de pouvoir finalement chiffrer le nombre de personnes malades sur les territoires, traitées pour certaines de ces mêmes pathologies, et puis effectivement de graduer selon les territoires.
La deuxième thématique, c'est les déterminants. Vous en avez parlé tout à l'heure. Effectivement, on va retrouver les taux de pauvreté, le niveau de vie des habitants des territoires. On a intégré dans le modèle aussi les familles monoparentales, la part de personnes âgées. Dans certains territoires aussi, la présence de quartiers prioritaires de la ville. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a parfois au sein de territoires qui semblent plutôt favorisés, il y a aussi des territoires et des quartiers où il y a des îlots de population plus précaires, le niveau de diplôme, et on a intégré également dans cette partie-là ce qui est les indicateurs d'éloignement finalement à certains équipements. Alors ça ramène un peu le côté urbain-rural, mais c'est surtout effectivement l'accessibilité, le temps d'accès finalement ou d'éloignement à certains équipements de base, de proximité. Proximité, ça peut être en termes alimentaires une boulangerie, une épicerie, jusqu'à finalement un éloignement à certains équipements supérieurs, où là on peut accéder, alors ça peut être un CHU, une offre spécialisée, on le verra tout à l'heure, et puis en termes de nutrition, ça peut être les hypermarchés, les grandes surfaces, et finalement peut-être à travers ça un choix finalement plus large de produits. On a une partie également d'indicateurs sur les pratiques sportives, mobilité, action, on a mis tout ça à peu près là-dedans. Donc là, on va retrouver les indicateurs qui vont être les taux de licence sportive, selon l'âge et le sexe, donc chez les plus jeunes, chez les populations adultes, chez les plus âgés par sexe, le taux d'équipement sportif. On a intégré ici aussi les indicateurs de mobilité active, voilà, qui vont concerner plus particulièrement quand même certains territoires urbains, la cyclabilité de la voirie, et puis des actions qu'il peut y avoir en milieu scolaire. On a pu récupérer notamment les informations sur le savoir rouler qui est fait en école primaire, notamment, et donc collecter tous ces indicateurs à l'échelle à nouveau infradépartementale. Infradépartementale, c'est ici donc les intercommunalités sur cette étude. Et puis la dernière partie, la dernière thématique, c'est l'offre de soins, l'offre de prise en charge, l'offre de prévention, à travers donc l'offre en médecin généraliste, évidemment au départ, mais aussi l'offre plus spécialisée, endocrinologue, nutritionniste, l'offre en diététicien, la présence ou non sur le territoire aussi d'exercices regroupés. Parce que à travers les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les centres de santé polyvalents, derrière il y a souvent logiquement un projet de santé et parfois des axes de travail en équipe qui peuvent amener la présence effectivement de consultations nutrition dans la maison de santé ou des choses comme ça. Et donc sur ces 4 thématiques, on a fait une analyse finalement des territoires sur ces 4 thématiques, puis une analyse globale où on a gardé finalement pour chaque bloc les indicateurs qui semblaient les plus explicatifs. Et à la fin, on a fait une analyse qu'on appelle une analyse multivariée qui permet de caractériser les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. La transition est toute faite. Je peux laisser mon poste finalement. Je pense que beaucoup de personnes sont intéressées justement pour savoir concrètement qu'est-ce qui se dit. Finalement, quelles sont les grandes catégories de territoires qu'on retrouve en Nouvelle-Aquitaine, même si j'imagine déjà les frustrations de nos participants parce qu'on aimerait savoir ce qui se passe au moins dans son interco et qu'on a, c'est pas forcément le sujet du jour, mais on aura d'autres temps collectifs où on pourra aller creuser ça. Du coup, Olivier, qu'est-ce qui se joue en Nouvelle-Aquitaine à travers cette étude? Alors, on aboutit à une typologie de la région en 5 classes. Donc, je rappelle, c'est une analyse multivariée où on mélange finalement ces 4 thématiques et à la fin une vingtaine d'indicateurs qui nous semblaient les plus explicatifs dans le modèle. Ce qu'on voit apparaître, on voit apparaître 5 classes qui vont du vert foncé au marron foncé. Globalement, les territoires les plus favorisés, c'est la partie verte. Voilà. On va retrouver sur cette classe 1, appelons-la la classe 1, les territoires qui sont les plus favorisés. Je le dis d'entrée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est que dans les indicateurs qui ont été retenus, dans les 20 indicateurs, etc., quand on finalement classe ces 156 intercommunalités, il se trouve qu'ils ont globalement quand même sur cette partie verte des indicateurs qui sont souvent les plus favorables par rapport aux moyennes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens malades, il n'y a pas de gens qui ont des problèmes, mais effectivement, on va retrouver sur ces territoires vert foncé les territoires avec, disons, des indicateurs santé qui sont globalement les plus favorables. Beaucoup, les licences sportives notamment, qui pèsent beaucoup sur les pratiques sportives, parce qu'on retrouve vraiment cette forte activité, en tout cas de licences sportives, sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine.
Et en termes d'offres de soins, c'est là aussi des valeurs qui sont relativement favorables par rapport aux moyennes. Et les déterminants également. Après, on va avoir cette classe 2 qui va être la classe, on le voit sur la carte, qui va regrouper, hormis Bordeaux Métropole, on va dire on va retrouver Limoges Métropole, on va retrouver Brive-Tulle, on va retrouver Périgueux, Angoulême, Niort. On va retrouver globalement des territoires qui sont quand même assez urbains. Alors, ils sont en classe 2 parce que justement, ils se différencient. C'est là qu'on voit apparaître plus de mobilité active, plus de cyclabilité de la voirie aussi, parce qu'on est sur des territoires urbains. En termes de déterminants, ils vont être relativement favorables, mais à l'intérieur, ils ont les quartiers prioritaires de la ville aussi. Donc, il peut y avoir du contraste à l'intérieur de ces territoires. Ils ont, pour le coup, ils sont très faiblement éloignés des équipements, que ce soit des équipements proximité ou équipements supérieurs. Ils sont les moins éloignés aussi d'une offre, et notamment d'une offre spécialisée de prise en charge. Voilà. La classe 3, c'est... on va dire un peu toujours le ventre mou, elle est plus difficile à caractériser. On voit que c'est aux alentours finalement, au-delà finalement de certaines métropoles. C'est des indicateurs qui sont globalement proches des moyennes. Voilà, c'est difficile à caractériser, mais voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas vraiment des situations non plus formidables. Ils sont globalement autour de la moyenne sur la plupart de ces indicateurs-là. Et puis on va avoir deux autres catégories, les territoires qui sont en marron clair puis en marron foncé, où là, on va commencer à avoir des territoires qui ont des indicateurs d'état de santé qui sont un peu plus défavorables, nettement plus défavorables pour la partie marron foncé. Des déterminants également où on va retrouver des territoires plus pauvres, avec un niveau de diplôme moins élevé, avec un éloignement, là c'est des territoires principalement ruraux, donc éloignement des équipements, donc d'une offre alimentaire plus complète, on va dire. Éloignement d'une offre spécialisée, ça c'est clair, parfois même absente de ces territoires. C'est aussi des territoires, on le voit sur la carte, en marron foncé, les déserts médicaux, même l'offre en médecin généraliste et l'accessibilité aux médecins est probablement aussi plus faible. Les pratiques sportives, on l'a vu aussi, sont plus faibles sur ces territoires. Et puis les indicateurs d'état de santé, sur les indicateurs qu'on a choisis en lien potentiel avec l'alimentation. Mais on peut retrouver, si on prend la Creuse, le Haut-Limousin, le sud de la Vienne et la partie qu'on voit là dans les Landes, entre les Landes et la Gironde, on va retrouver ça sur des indicateurs plus généraux d'état de santé de toute façon. Donc ça fait une typologie du territoire. Je rappelle, c'est un modèle avec lequel on a fait des choix aussi d'abord d'avoir ces indicateurs disponibles, parce qu'ils ne sont pas tous là, à cette échelle-là, et effectivement, il en ressort cette typologie des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Ok. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais on pourrait, je me mets à la place de nos participants derrière l'écran, qui jouent un peu à Où est Charlie sur leur territoire et qui se disent oh bah super, moi je suis vert. Du coup, je vais peut-être partir de la Réunion parce que visiblement, il n'y a pas trop d'enjeux sur mon territoire. Alors, si, évidemment, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, quand on prend l'offre de soins, des territoires urbains où il va y avoir effectivement une offre disponible en médecins spécialistes, ça ne veut pas dire que c'est accessible à tout le monde d'abord. Je viens de Limoges. Limoges Métropole est plutôt bien dotée globalement par rapport à la Nouvelle-Aquitaine en termes de médecins. Ça n'empêche pas qu'il y a, je crois, 10% ou un peu plus de la population qui n'a pas de médecin traitant et qu'ils refusent globalement tous de la patientèle. Donc, même quand ils ont des indicateurs qui sont plus favorables que la moyenne, ça ne veut pas dire, par exemple, en offre de soins que ça va bien. En termes d'état de santé, c'est la même chose. Les indicateurs qu'on fait, finalement, on gradue, on calcule un taux de bénéficiaires pris en charge, etc. Mais celui qui a un taux qui est meilleur que la France, il a quand même des gens malades sur son territoire, il a quand même des gens à soigner, à traiter. Et même, par exemple, à l'inverse, effectivement, un taux de pratique sportive qui est élevé. Voilà, on peut toujours faire mieux, on peut faire d'autres aménagements, on peut faire... Donc chaque indicateur, c'est vraiment à chaque fois, quand on les classe comme ça, c'est vraiment par rapport à une moyenne de les répartir, mais ça ne veut pas dire que celui qui est tout en haut du classement, il n'a aucun problème. Loin de là, surtout sur l'offre de soins et l'état de santé, oui. Ok, très bien. Merci beaucoup, Olivier. Comme je le disais tout à l'heure, on pourra aller plus loin dans les prochains temps qu'on a prévu pour accompagner les collectivités territoriales sur ces questions-là.
notamment lors des journées interdépartementales qui auront lieu à Bordeaux, Chasseneuil-du-Poitou et Saint-Angèle en Corrèze en mai et juin, mais vous retrouvez toutes les informations dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire, notamment si vous souhaitez creuser ces questions-là et en savoir un petit peu plus sur ce qui se joue réellement sur vos territoires. Je vous remercie tous les deux. Je vous propose de laisser votre place et d'accueillir nos deux prochains intervenants. Je vous remercie d'accueillir Sylvie Vaquero, directrice adjointe du service des sports de la ville d'Anglet, et Ludovic Roued, qui est responsable de la mission santé au Grand Angoulême. Merci à tous les deux. Bonjour. Bonjour. L'objectif de cette interview croisée, c'est justement d'illustrer un petit peu tout ce qu'on s'est dit avec nos experts de la santé publique, pour voir un peu comment ça se joue sur des territoires, à la fois territoire d'une ville et également une communauté d'agglomération, pour voir quelles sont un peu... alors, dans un second temps, on verra quelles sont les actions qu'on peut porter, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui et le thème du webinaire, c'est pourquoi il faut agir quand on est une collectivité territoriale. Et du coup, ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment, pourquoi votre territoire, votre collectivité territoriale s'est engagée sur ces questions-là? Qu'est-ce qui a amené la ville d'Anglet, par exemple, si on peut commencer par là, à travailler sur les questions de nutrition, de santé, et vous allez nous expliquer un petit peu que vous avez une porte d'entrée un peu spécifique au départ, mais qu'est-ce qui a amené ça sur votre territoire? Alors, concernant la ville d'Anglet, on est rentré dans le chemin santé-prévention par le biais de l'accompagnement de nos seniors, puisqu'on est un territoire où, en vert foncé, donc tout semble aller très bien. On a néanmoins des problématiques de santé comme partout sur le territoire national. Donc on est rentré par la porte d'entrée de l'accompagnement des seniors Anglet et de la lutte contre la perte d'autonomie essentiellement. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc un fort travail par rapport à nos bénéficiaires du CCAS autour de justement la nutrition, l'activité physique, l'alimentation et une expertise à ce niveau-là. Tout ça nous a amené en 2019 à nous positionner en tant que maison sur santé pour reculer d'un pas sur l'expertise et rentrer sur le cadre de la prescription médicale d'activité physique et d'aller aguerrir nos associations sportives vers les notions de sport adapté en sport santé. 2020, le Covid est arrivé, des problématiques grandissantes, des collectivités territoriales très sollicitées sur le plan de l'accompagnement santé, de la vaccination et de ces thématiques-là. En sortie de Covid 2021, donc une forte volonté d'être plus actif, plus expert sur la matière et donc une thématique de santé publique affichée. Le cheminement s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on est ouvert à l'ensemble de la population, aux problématiques touchant les enfants, la population active et les seniors de notre territoire. De mémoire, vous m'aviez parlé aussi d'un... Alors, je vais utiliser le terme de séminaire, mais je ne suis pas tout à fait convaincue que ce soit ça. C'est ça. Sur l'urbanisme favorable à la santé, qui a été aussi un élément assez important dans votre démarche. Alors, l'élément déclencheur sur la validation de la thématique santé au niveau de nos politiques publiques a été effectivement la participation à un séminaire qui était porté par l'ODAP, qui est l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées, qui avait lieu à Salis de Béarn et qui portait sur environnement, urbanisme favorable à la santé. C'était un séminaire qui était co-présidé par l'ARS et par l'OMS avec Madame Marchandise, qui en était la présidente à l'époque, et qui a fini de valider l'action politique pour la ville d'Anglet en tous les cas. L'urbanisme a été l'élément déclencheur, oui, dans le regard de nos bâtisseurs, on va dire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ludovic, sans surprise, même question. Comment c'est venu sur la communauté des agglos du Grand Angoulême? Alors moi, je préciserai tout d'abord que la santé n'est pas une compétence obligatoire
des intercommunalités. Mais vous le voyez bien autour de vous, c'est une thématique qui monte en puissance dans toutes les strates des collectivités, autant les communes, EPCI bien entendu, mais également départements et même régions. Donc sur Grand Angoulême, la création de la mission santé, elle est assez spécifique puisque c'est, on peut dire, une mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que c'est le conseil de développement qui s'est auto-saisi de cette thématique et qui a présenté ses travaux devant le conseil communautaire. Les résultats de ces travaux, c'était que, bien entendu, l'agglomération mène des politiques publiques qui ont pour objectif une meilleure santé, un meilleur bien-être pour ses habitants. Mais qu'il fallait aller au-delà, qu'il fallait peut-être valoriser aussi tout ça, et qu'il fallait aller sur la thématique de l'offre de soins et de la santé environnement et de l'urbanisme favorable à la santé. Donc le conseil communautaire a missionné un élu pour faire une enquête flash, un diagnostic auprès des 38 communes, et qui a démontré effectivement, d'une part, des difficultés avérées sur l'offre de soins sur les années suivantes, et une méconnaissance parfois des thématiques sur la santé environnementale. Donc, à la suite de ça, il y a eu la création de la mission santé, la création d'un poste fin 2019. Donc c'est assez intéressant puisque finalement, on est sur un bilan de mandat. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que la mission est opérationnelle. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on est parti finalement d'une feuille blanche, qu'on a construit une feuille de route sur 2 axes, plutôt l'offre de soins et la santé environnement. On a eu des impondérables qui sont venus effectivement dès le début, je pense à la crise sanitaire, perturber un peu tout ça, mais qui a permis de montrer que la mission santé, les collectivités pouvaient avoir un rôle auprès des professionnels, on a été amené à copiloter un centre de vaccination qui est devenu le plus grand centre de vaccination du département, auprès de 140 professionnels de santé. Et donc voilà, ça a fait connaître la mission et montrer l'intérêt que les collectivités, par leur accompagnement administratif et logistique, pouvaient avoir. Et donc aujourd'hui, on a ces 2 axes, offre de soins, santé environnement, et parmi tout l'éventail des thématiques santé environnementale, il y a bien sûr, ça nous a amené à porter des politiques publiques en faveur d'une meilleure nutrition, et on a demandé d'ailleurs récemment notre adhésion auprès de l'ARS pour que Grand Angoulême soit signataire de la charte PNNS. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je rebondis par rapport à ce que vous dites. On en parlait tout à l'heure sur ces questions de transversalité et comment on fait pour que la santé ne soit pas que l'affaire des professionnels de la santé. Comment c'est organisé dans votre PCI, cette mission santé, et comment vous travaillez sur le volet, peut-être particulièrement sur le volet nutrition, avec d'autres services, soit de votre interco ou peut-être avec d'autres acteurs du territoire? Oui, alors au niveau de notre organigramme, tout d'abord en interne, la mission santé, elle fait partie de la direction cohésion sociale. Donc ça, je pense que c'est très important pour nous. Donc la direction cohésion sociale, on a les services enfance jeunesse, habitat, politique de la ville, égalité femmes-hommes. Et donc vraiment, notre ADN, c'est de mettre l'habitant au centre de nos politiques publiques. Et au sein de nos collectivités, enfin de toutes les collectivités, je pense, on nous incite fortement à sortir de nos silos et à travailler en transversalité. Et là, quand on fait le bilan de ces 6 ans depuis la création de la mission, je pense qu'on a réussi cette transversalité, au moins sur 2 thématiques. La première, c'est la maison sport santé, où là, on a travaillé avec nos collègues des missions sport, et donc mon élu Michel Buisson aussi avec l'élu sport. On a vraiment co-construit le projet, et au bout d'un moment, il y a eu un arbitrage, c'est la mission santé qui a pris le pilotage, mais on travaille toujours au quotidien avec le technicien sport, et lors des COTEC, COPIL, les élus sont présents, les 2 élus sont présents. Donc ils sont vraiment impliqués à tous les moments, à toutes les décisions. Et un autre exemple, je pense, c'est plutôt un dispositif panier jeune pousse,
donc type ordonnance verte, panier bio pour les femmes enceintes, où là, de manière assez logique, on a dû aller rencontrer nos collègues des services agriculture-alimentation, qui avaient vraiment toute la connaissance du réseau des maraîchers, des ateliers cuisine, etc. Et donc de la même manière, aujourd'hui, on est sur un comité de pilotage qui rassemble les deux élus, il y a un copilotage, et moi je travaille au quotidien avec les techniciens de cette mission. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais je pense que c'est beaucoup lié aussi à la taille de la collectivité, qui a un caractère facilitant. C'est-à-dire que nous, on est une collectivité de taille intermédiaire, et donc ça permet de faciliter l'interconnaissance des missions des collègues, et donc d'aller plus facilement toquer à leur porte pour quand on a besoin d'eux. Ok. Très bien, merci beaucoup. Comment vous travaillez à la ville d'Anglet, sachant que le modèle est assez... Alors, vous avez certains points communs quand même entre vos deux structures, mais pour le coup, on n'est pas du tout sur le même type de service auquel est intégrée la mission santé. Comment vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors effectivement, il y a des similitudes. Même si la porte d'entrée pour nous est la matière activité physique. Alors je vais bannir volontairement le mot sport parce que parfois la connotation sport a un élément défavorable au portage de la matière santé. Je vous m'exprimerai un peu plus là-dessus. Donc on est rentré donc par le service des sports, par la direction du service des sports sur la pratique de l'activité physique et la sédentarité. Donc on y a rajouté effectivement la nutrition, et on a développé tout un canevas d'action pour travailler sur les indicateurs dont Lucille a évoqué les thématiques tout à l'heure, donc les indicateurs individuels, les indicateurs d'environnement de proximité, donc un outil transversal à 7 services de politique publique qui s'appelle le mouvement bien-être et environnement, et qui compte en son sein les services de l'éducation, du sport et de la culture, les services de l'urbanisme et des mobilités et de l'aménagement urbain. Donc c'est un outil qui promeut donc la santé et le bien-être de l'ensemble des Anglois, qui a un volet prévention autour de la santé publique et des prévalences de santé publique qui ont été présentées tout à l'heure concernant les maladies chroniques, le cardiovasculaire, la santé mentale, l'alimentation, le sommeil et les addictions. Pour cela, on travaille par des fiches actions via notre CLS d'agglomération. On a un outil aujourd'hui sur notre territoire qui s'appelle les CPTS, qui sont des collaborations professionnelles de santé du territoire avec lesquelles on commence à très très bien fonctionner. On a des actions qui sont en devenir. Dernièrement, il y a 3 semaines, on a ouvert une action avec le SAMSA de CHU de Bayonne sur le service cérébro-lésé, où on a mis des actions hors les murs au plus proche de notre maison sport santé, sur lequel on fait des liens sur l'axe de prise en charge activité physique. On a aussi, et c'est très important pour nous, c'est comme ça qu'est construit notre modèle, mobiliser fortement notre tissu associatif, sportif, en leur faisant tourner la tête vers la notion de sport santé, parce qu'aujourd'hui, le monde sportif, même si c'est un facteur incitatif à la santé, il est extrêmement tourné vers la performance sportive, pas forcément sur l'adaptation de l'activité physique. À ce titre, les éducateurs en APA, en activité physique adaptée, qui travaillent au sein de notre MSS, de notre maison sport santé, sont tous salariés de notre tissu associatif. On les accompagne sur la formation et on les incite à venir bilanter leurs actions via notre système organisationnel. Les services de l'urbanisme sont aussi rentrés dans la partie par des actions très pratico-pratiques autour effectivement des cours d'école que nous on appelait récréatives, où on n'a pas travaillé que la désimperméabilisation des sols ou de la végétalisation, mais également la mixité des pratiques, plus de mouvements, ce qui nous a amené à travailler sur les notions de qu'est-ce qu'une cour genrée ou non genrée. En fait, on se rend compte que l'élément indicateur dans une cour, c'est pas tellement soit le genre, mais plutôt la question d'âge, comment les grands prennent la main sur les petits et les écartent du terrain de jeu collaboratif.
On travaille énormément sur les mobilités parce que dans l'activité physique, la marche et le vélo sont aujourd'hui des éléments, des impondérables à prendre en charge. Voilà, tout un écosystème que l'on a mis en place avec des partenaires hors les murs de la ville d'Anglet, que ce soit sur le côté thérapeutique ou préventif, sur le système éducatif aussi. On a un projet éducatif de territoire qui nous permet de travailler au plus près des indicateurs individuels et d'environnement de proximité. Je rebondis du coup sur ce projet éducatif de territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se matérialise et puis peut-être prendre des exemples d'actions un peu phares que vous avez pu porter, notamment auprès des jeunes du territoire? Alors, le projet éducatif de territoire a été écrit jusque de 2020 à 2027. Il sera donc retravaillé prochainement. C'est un projet qui rassemble autour de la table les acteurs de l'éducation, que ce soit la DSDEN, les services de la cohésion sociale, la CAF et les associations de notre territoire. Pour Anglet, on a écrit un projet qui déploie 3 thématiques éducatives, qui est se construire pour sa santé et son bien-être, l'accès à la culture, l'enrichissement par la culture, j'ai une troisième thématique que je vais manger sûrement. Donc ce sont des thématiques d'éducation qui sont déployées sur tous les temps de l'enfant, périscolaire, extrascolaire et intrascolaire. On a sur la thématique se construire à visée de santé et de bien-être défini quels étaient les axes prioritaires à travailler. Donc on a un socle d'habileté motrice, un socle de mobilité, un socle aquatique, puisqu'on est une ville sur une bande côtière avec des comportements de bord de mer importants à transmettre, et un socle nutrition sur l'alimentation. Donc ce socle alimentaire a plusieurs parties qui sont balayées sur tous les temps de l'enfant, de la crèche à la fin de l'école primaire, et qui portent sur la notion de l'alimentation, l'éveil des sens, savoir cuisiner ensemble, aller au marché, l'impact de la publicité sur l'alimentation, enfin des thématiques d'apprentissage sur les codes alimentaires. Donc on a démarré sur un public cible senior et aujourd'hui l'action se décline sur d'autres publics et notamment Alors on n'a pas abandonné le senior, bien au contraire, sûr. Mais le propre d'une collectivité, c'est d'être à l'interface de l'ensemble des publics. C'est une richesse, sincèrement, c'est une aventure incroyable que l'on déroule au fil du temps avec la culture de chacun. Des experts, des élus, des associations, de notre public et de nos citoyens qui nous interpellent. Donc c'est une chance que de travailler sur cette notion-là, sincèrement. N'hésitez pas surtout. Merci d'être une bonne ambassadrice du sujet auprès des territoires. Ludovic, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'une action phare de votre côté que vous avez pu porter, a priori sauf si vous avez changé d'avis sur ce que vous souhaitiez nous parler. Normalement, on est sur un public encore différent. Oui, effectivement. S'il y a un projet phare en lien avec la nutrition et l'alimentation que je voudrais vous présenter, c'est bien entendu notre dispositif Panier Jeunes Pousses, donc un dispositif type ordonnance verte. Donc, on l'a lancé en juin 2024, donc on approche bientôt du 2e anniversaire de ce dispositif. Pour vous donner une idée, c'est un budget de 155 000 € pour l'année 2025. Et là, le bilan, c'est qu'on a entre 250 et 300 familles par an qui sont inscrites dans ce dispositif. Ça représente entre 20 et 25% des femmes enceintes qui sont bénéficiaires. Et donc, pour nous, c'est quand même un taux d'atteinte relativement important pour une politique publique sur un public très spécifique. Donc, le principe, c'est tout d'abord une ordonnance d'un professionnel de santé. Donc, il y a toujours cette logique santé du début à la fin. Nous, en accuse réception de l'ordonnance, on rappelle un petit peu le fonctionnement. Et avant toute chose, il faut faire un atelier. Donc, un atelier santé ou un atelier cuisine. L'atelier santé, ça va être les ateliers nesting, que vous connaissez certainement. Et donc, ils sont animés par les 2 maternités de notre territoire, hôpital et clinique, avec lesquelles nous avons établi des conventions.
Une fois que le premier atelier est réalisé, il faudra bien sûr réaliser le deuxième, mais un peu plus tard. Et donc, toutes les femmes enceintes peuvent bénéficier de 12 paniers, sans condition de ressources. Et en fonction du quotient familial, ça peut aller, cette durée de panier, jusqu'à 20, voire 28 paniers. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier en plus, c'est que les paniers ne vont pas s'arrêter à la naissance de l'enfant. Donc ça peut vraiment s'étaler dans le temps. Donc au niveau des ateliers, l'atelier nesting, donc si vous ne connaissez pas, c'est vraiment qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien. Donc finalement, pourquoi on fait toute cette démarche? Pourquoi ils peuvent être dangereux pour la femme enceinte, mais surtout pour l'enfant à naître dans le cadre des 1000 premiers jours. Et ensuite, comment limiter, réduire son exposition à ces perturbateurs endocriniens par des gestes très simples finalement. Et tout ça, bien sûr, avec un discours non culpabilisant, qui ont fait émerger les connaissances du groupe et on donne quelques informations relativement simples. Voilà, le deuxième type d'atelier, c'est les ateliers cuisine. Donc là, c'est pour apprendre, réapprendre à cuisiner les légumes du panier de la semaine, mais avec voilà, toute la logique femme enceinte, donc quelques précautions aussi d'usage, et enfant à naître, donc c'est pas pour tout de suite, mais on commence à parler de diversification alimentaire, et on pense aussi fratrie, puisqu'il y a souvent déjà des enfants, et comment amener les enfants par des recettes originales, variées, à les faire aimer ces légumes, puisqu'on est un peu tous confrontés dans nos foyers à ces difficultés. Voilà, donc le bilan finalement, c'est qu'on sur presque 2 ans, on a 50 ateliers cuisine qui ont été proposés et les maternités ont proposé plus de 30 ateliers nesting. Les conjoints sont invités, on a une belle participation des conjoints sur ces ateliers. Donc on va dire que c'est un dispositif qui marche plutôt bien sur notre territoire. Et donc c'est un dispositif évidemment de santé publique, mais derrière il y a aussi l'ambition de faire évoluer les modes de consommation et d'alimentation, de nutrition et d'achat, clairement. Et bien entendu, il y a aussi un soutien fort à la filière de maraîchage local en agriculture biologique. Oui, sur ce projet-là, du coup, vous êtes en lien avec les services du projet alimentaire de territoire. Tout à fait. Et du coup, l'idée, c'est de faire un travail en commun sur le côté sourcing avec les producteurs locaux. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc au quotidien, on travaille avec les techniciens agriculture alimentation. Et il y a eu un travail très intéressant de fédération de la filière, parce qu'il n'y avait pas une seule ferme qui pouvait répondre à nos attentes en termes de nombre de paniers par semaine. Et donc aujourd'hui, on travaille avec un prestataire paysan Charente Bio, qui est une association qui regroupe plusieurs fermes. Et aujourd'hui, c'est 6 fermes qui alimentent nos 6 points de distribution, et avec un système de solidarité entre les fermes. Ok. Merci beaucoup. On voit bien certains, des partis pris différents, mais quand même des points communs sur un portage politique avec un élu à la santé de chaque côté, une volonté d'infuser des questions de nutrition et de santé à l'échelle de la collectivité, d'en faire peut-être pas une valeur au-dessus des autres, mais en tout cas une sorte de fil rouge. Et puis des publics cibles qu'on essaye de varier et en même temps d'être le plus efficace possible par rapport aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Je vous propose de réaccueillir Lucille et Olivier pour le temps de questions-réponses. Alors, c'est plus une question a priori pour Olivier. J'ai cru l'avoir passé. Avez-vous investi le sujet de la santé mentale pour compléter l'Observatoire régional de la santé? Alors, j'avais vu ce qu'il y avait juste au-dessus aussi et qui était sur... en fait, la personne faisait remarquer effectivement que l'activité sportive, physique, ne se limitait pas effectivement aux licences sportives et que les territoires ruraux pouvaient être effectivement porteurs aussi d'une activité qui n'était pas finalement forcément uniquement les licences sportives. Je suis complètement d'accord.
Effectivement, le biais, nous, forcément de ce modèle, c'est qu'il faut avoir l'indicateur. Donc effectivement, pour la pratique sportive, on a le nombre de licences sportives, etc. Effectivement, tous les circuits de randonnée, toutes les balades, par exemple la natation en eau libre ou des choses comme ça, ne sont pas comptabilisés là-dedans. Et évidemment, les territoires ruraux sont porteurs de ça. On a parlé par exemple de territoires de montagne ou les circuits de randonnée, toutes les choses comme ça. Ces choses qu'après, on ne peut pas nous les valider. Enfin, on ne peut pas les avoir finalement à une échelle avec un indicateur qui nous dit qu'il y a X choses. Mais par contre, effectivement, c'est le but des rencontres aussi départementales. Vous parliez tout à l'heure des CPTS. Effectivement, nous, dans le modèle, c'est de confronter après au niveau local les résultats de cette analyse chiffrée, l'indicateur STAT, avec la présence sur le territoire de CPTS, avec des programmes parfois effectivement là-dedans, avec les CLS, avec les maisons sport santé, avec les PAT, et puis aussi avec justement la parole locale, finalement, des gens qui vont nous dire oui, mais aussi sur nos territoires, on a ces circuits de randonnée, cette activité off. Sur la santé mentale, on avait un indicateur qu'on avait intégré au modèle au départ, mais qui n'a pas été, faute de aussi petits effectifs, on est parfois confronté sur les indicateurs, sur des territoires infra, à une faiblesse d'effectifs qui fait que ça ne peut pas ressortir de façon pertinente. Mais oui, on l'avait, en tout cas, on l'avait pris, mais identifié, mais difficilement exploitable. Voilà. Ok, très bien. Avez-vous déjà mené une enquête qualitative, quantitative sur les freins rencontrés par les habitants pour être plus proactifs dans leur santé au quotidien ? J'imagine que c'est également une question pour Olivier. Oui. La réponse va être non. Non, on n'a pas... Je sais qu'il y a d'autres projets qui se font actuellement sur l'activité physique. C'est plus des résultats d'enquête, ça aussi. La donnée fondamentale, ça serait le surpoids, l'obésité aussi dans les territoires. C'est une donnée qu'on n'a pas. Sauf sur la petite enfance, il y avait eu des bilans de 6e où ils faisaient ça. Après, c'est des enquêtes ponctuelles finalement où on va enquêter et les gens vont de façon déclarative dire je fais tant d'activités sportives, des choses comme ça. Et peut-être que par l'intermédiaire d'une enquête comme ça, on pourrait interroger les freins pour les habitants. Mais nous, on n'a pas ça en tout cas en cours. Alors, je peux peut-être compléter très modestement. On travaille actuellement, on a sur notre territoire, on a quelques chances à part d'être couleur verte. On a un laboratoire de recherche qui s'appelle le MEPS, qui est sur l'UPPA, l'Université de Pau et Pays de l'Adour, en filière STAPS-APA, dans MEPS pour Mouvement, Équilibre, Performance et Santé, qui travaille sur l'évaluation de la littératie physique. Donc la littératie physique, c'est notre capacité individuelle à porter l'activité physique par la notion du degré motivationnel. Donc ça prend en compte l'éducation autour de l'activité physique, c'est-à-dire tous les savoir-faire et les connaissances. Et aujourd'hui, ça pourrait être, en tous les cas sur cette partie-là, un indicateur intéressant. Donc c'est une étude qui a été menée par le MEPS sur Tarbes, également sur le bassin de vie à Dour, Pays Basque actuellement, et qui est en travail depuis 3 ans. Donc qui devrait atterrir à une thèse de doctorant d'ici 2 ans. Ok, merci beaucoup pour le complément. Est-ce que les études d'impact santé peuvent financer un réaménagement de cours d'école ? Peut-être Lucille. Alors, je dirais qu'il y a 2 choses qui sont différentes dans cette question. Il y a d'une part les études d'impact en santé, et c'est vrai j'en ai pas parlé alors que c'est quand même un outil assez intéressant et je pense que l'ORS connaît ce sujet. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a le dispositif Comodeis, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'est spécialisé dans les études d'impact en santé, qui sont donc des évaluations, des études qu'on fait a priori, c'est-à-dire avant qu'on lance un projet pour comprendre tous les impacts tant positifs que négatifs que va avoir le projet sur la santé des habitants. C'est plus courant dans l'aménagement urbain et dans l'urbanisme. En vérité, ça pourrait être appliqué à n'importe quel projet, éducation, emploi, alimentation, ça pourrait être appliqué partout. Les enjeux de ces études, c'est que moi je trouve que c'est des outils qui sont extrêmement intéressants, mais parfois un peu coûteux, on le sait.
Voilà, alors après, des fois, ils sont. Enfin, en fait, est-ce que c'est l'ARS, c'est la Banque des Territoires, c'est la collectivité qui finance ces études pour s'assurer aussi que le projet qui va être mis en œuvre va être. L'intérêt, c'est que c'est des études qui sont faites avant que le projet ait lieu, et donc on va pouvoir aller modifier en fait le plan urbanistique, ou en tout cas le projet qui est évalué. Par contre, en aucun cas, il me semble, hein, mais vous me dites si je dis des bêtises, il ne permet pas de financer quoi que ce soit. Par contre, une IS, donc évaluation d'impact sur la santé, est intéressante sur les cours d'école et sur particulièrement, moi je pense que vraiment en plus c'est un moment, une occasion d'aller rassembler enfants, éducation nationale, toutes les équipes, tant du côté technique des urbanistes, etc., que les enfants qui vont y jouer, que les parents et tout ça. C'est un bon moyen de mobiliser la population. Je peux compléter sur le point d'Anglette, sur le réaménagement de nos cours d'école. On est allé chercher des financements. Alors, on a fait un EIS sur ce quartier-là en amont, mais 2 ans auparavant. Donc, il nous a éclairé sur les indicateurs premiers. Mais pour ce qui est du réaménagement, on a travaillé sur les notions d'urbanisme qui étaient à ce moment-là sur les questions nationales. Donc, on est allé chercher des aides sur le fonds vert et l'agence de l'eau pour la désimperméabilisation des sols. Et également avec l'ANS, on était dans le cadre de Terre de Jeux et de Génération 2024. Donc, c'était il y a 2 ans également. C'est ce qui nous a permis d'équilibrer nos aménagements. Je crois qu'il faut être agile sur les temporalités où on crée aussi ces aménagements et regarder ce qui se passe voilà, sur l'ensemble de la feuille de route, j'ai envie de dire. Ok, merci. La sectorisation de la jeunesse de par les compétences des collectivités, écoles, collèges, lycées, n'est-elle pas problématique? Qui pour chef de file? Je veux bien me lancer. Allez. La réponse est oui, clairement. Alors ça, c'est sûr que particulièrement voilà, le fait que toutes les compétences ne soient pas concentrées au même endroit fait qu'il y a une difficulté d'entrée de jeu. Pour autant, à mon sens et de ma petite expérience, la mairie me paraît être le pouvoir de réunion du maire est quelque chose de très efficace. Il me semble que pas grand monde à l'échelle d'un territoire n'est capable de réunir autant de parties prenantes variées que le maire, en fait. Alors, je dis le maire, mais en vérité, l'élu, voilà, que la mairie, parce que le maire, il va pouvoir réunir la préfecture, les ministères déconcentrés sur son territoire, il va pouvoir aussi réunir des associations, les citoyens, et ça, c'est quand même quelque chose qui place l'échelon communal et intercommunal quand même en chef de file. Et donc, qui pour chef de file, quand même. Moi, j'ai tendance à penser que la municipalité est un bon chef de file. Et puis, pour la jeunesse, alors ils sont quand même propriétaires du bâti, alors seulement des écoles, mais c'est un bon début, quoi. Voilà, il me semble que la mairie est un bon chef de file. Peut-être que mes collègues des collectivités auront un avis là-dessus. Non, effectivement, c'est un rouage central. Je crois qu'il faut chercher le moteur là où il se trouve. S'il se trouve au niveau de la région ou du département, il faut aller le chercher aussi. Mais effectivement, la capacité du maire étant la plus petite décentralisation et parlant à tous ses habitants, me paraît un élément essentiel à transmettre et à faciliter en tous les cas. Moi, si je peux compléter, je pense à l'évaluation de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Mais là, c'est souvent la collectivité voilà, qui est motrice et qui va mettre autour de la table, effectivement, tous les services, autant l'équipe enseignante que de direction, que l'équipe technique qui va faire la maintenance, l'entretien l'été, etc. Et finalement, il y a ça monte en puissance, tout le monde se sent concerné et acteur. Et donc là, ça prend sens. Une question pour les territoires. Qui pour accompagner les territoires de façon globale, avec quels moyens? Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu les partenaires que vous avez pu avoir dans vos réflexions? Je pense notamment au réseau Ville Santé, mais pas que, peut-être
Oui, peut-être sur le réseau Ville Santé, puisque moi je dirais 2 points, toujours par rapport à Panier Jeune Pousse. D'une part, c'est un peu la genèse du projet, c'est-à-dire ça tient à une rencontre de la ville de Strasbourg et de la découverte de leur projet. Mon élu était présent, on est allé prendre quelques bribes d'informations et en fait on a été séduit par ce projet, on est revenu avec dans nos valises et résultat 1 an après on le mettait en œuvre sur notre territoire et ensuite le réseau Ville Santé toujours il s'est saisi de cette thématique puisqu'il y avait plusieurs villes qui s'étaient lancées sur des dispositifs équivalents ou qui allaient le faire et donc ils ont créé un groupe action panier santé et donc il y a Strasbourg, nous, il y a Rennes et La Rochelle qui depuis se sont lancés de manière opérationnelle, il y a Bordeaux qui voudrait se lancer sur ce type de projet et en fait on se réunit périodiquement et on fait le point sur nos dispositifs qui sont tous spécifiques et uniques mais qui ont quand même des leviers et des freins peut-être un peu similaires sur certains points et ça nous permet vraiment de comparer, de voir ce qui marche pas et donc d'améliorer nos propres dispositifs. Donc un grand merci au réseau sur ce point. Ça marche. Sylvie, pour Oui, compléter ? je partage complètement. Pour Anglette, on est aussi Réseau Ville Français, donc c'est un partenaire important sur le CEREMA Environnement et Territoire énormément pour nous. L'agence d'urbanisme aussi, Atlantique-Pyrénées également. Le réseau Maison Sport Santé, puisque c'est notre porte d'entrée naturelle. Donc ça reste un réseau très important d'échanges, de retour d'expérience. Je crois que pour une collectivité, ce qui est important, c'est de regarder, de lever la tête sur ce qui se fait ailleurs et de pouvoir exprimer ses contraintes et ses difficultés et de les partager et de voir s'il y a des solutions autres que parfois on ne voit pas lorsqu'on a un peu trop la tête dans le guidon. Ce qui arrive de temps en temps, c'est normal. Pour compléter peut-être, ça me fait une magnifique transition, donc je remercie la personne qui a posé la question. Venir aux journées interdépartementales qui auront lieu, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous redis pas forcément toutes les dates et les lieux. Il y aura un temps vraiment de travail aussi sur une sorte de cartographie des ressources. L'objectif, c'est que tous les acteurs un peu sectoriels se mettent autour d'une table, les acteurs du sport, les acteurs de la santé, les acteurs de l'alimentation, peut-être les acteurs de l'urbanisme. Et je pense que chacun a une part de réponse et que en travaillant collectivement, on va déjà réussir à trouver finalement, tiens, moi je sais que quand j'ai une question sur tel sujet, j'appelle telle structure parce que ils ont une expertise là-dessus. Et de trouver finalement des ressources qui existent déjà, mais dont on n'a pas forcément tout le temps connaissance. Donc, premier niveau. Alors, quel accompagnement, beaucoup de questions. Quel accompagnement, quelles étapes, quels acteurs pour arriver à la signature de la charte d'engagement PNNS de la communauté d'agglomération d'Angoulême ? Alors là, on en est au tout début, c'est-à-dire qu'on a déposé notre dossier, on a fait notre demande par courrier à l'ARS, donc Nouvelle-Aquitaine, au siège à Bordeaux. Et dans ce dossier, déjà, on valorise beaucoup d'actions, donc Panier Jeune Pousse, la Maison Sport Santé, tout ce qu'on peut faire en termes de mobilité, de savoir rouler à vélo. Et ensuite, il y a l'idée de faire un bilan chaque année des actions engagées par la collectivité dans un principe d'amélioration continue. Et c'est vous qui êtes le référent ? Oui. Voilà. Donc, si on résume, on fait un état des lieux des actions qu'on porte déjà en matière de nutrition, au sens large, oui. En fonction de la taille de la commune, en fonction du nombre d'habitants sur les communes, on a plus ou moins de critères auxquels il faut répondre et d'actions oui. À apporter. On prend une délibération. Tout à fait. On prend une délibération où avant, quand même, on a défini un référent sur son territoire. Donc là, en l'occurrence, Ludovic. Et ensuite, on fait une demande à l'ARS pour obtenir la charte au vu des éléments qu'on a déjà mis en place et valorisés. Et on prend le parti de se dire que chaque année, on fera un bilan des actions qu'on mène. Il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas seulement sur la nutrition, mais également sur l'activité physique. Oui, alors c'est vrai que quand nous on dit nutrition, on entend alimentation, activité physique et sédentarité, mais effectivement c'est bon de le rappeler.
Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Je pense que c'était assez riche et l'ensemble des questions montre bien qu'il y a un intérêt sur ces sujets-là. Je vous propose de libérer le plateau. Nous allons pouvoir accueillir, pour conclure, Isabelle Blanchard, chargée de mission alimentation à la DRAF Nouvelle-Aquitaine, et Philippe Naty-Dauphin, directeur délégué à la prévention et à la promotion de la santé de l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine. Je ne veux pas faire durer le suspense. Isabelle, je vous laisse la parole pour conclure ce temps. Bonjour, merci. Alors, merci à tous pour la qualité de ces échanges de ce matin, pour ce premier webinaire qui a parfaitement illustré pourquoi agir sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité, qui est aujourd'hui un impératif de santé publique, mais aussi un enjeu social, environnemental et territorial majeur. C'est ce que nous montre la SNANC, la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, qui a été publiée, vous l'avez dit, en février 2026, et sa déclinaison opérationnelle dans le cadre du Programme national de l'alimentation, version 4. C'est que ces sujets aujourd'hui ne sont plus des options. Ils sont au cœur d'une politique nationale structurée, cohérente et ambitieuse. Alors, plusieurs messages sont passés ce matin et ressortent, je vais essayer, et qui font écho vraiment aux orientations nationales. Vraiment, c'est des points positifs. Je vais essayer d'en synthétiser 4. Premièrement, on le voit, les collectivités sont vraiment au cœur du changement. Il faut vraiment une volonté politique, locale. Lucie Robert nous l'a rappelé, 80% de notre santé dépend de nos environnements, de vie, les choix d'urbanisme, la place de la marche, du vélo, la restauration collective, l'offre alimentaire locale, tout cela relève en grande partie des décisions territoriales. Un appel à ces nouveaux élus qui se mettent en place. N'oubliez pas tous ces projets. Donc la STANC, elle insiste vraiment sur l'importance d'agir sur les environnements alimentaires et l'activité physique. Ce n'est pas seulement demander aux individus de mieux faire, c'est transformer les contextes qui conditionnent leurs choix. Voilà, donc ça c'est un premier point qui a été mis en avant ce matin, l'importance, l'enjeu du changement qui est en lien avec les collectivités. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'aucun territoire n'est exempt d'enjeux. Grâce à l'Observatoire régional de la santé, on voit que les réalités sont diverses, mais que les inégalités alimentaires et d'accès à l'activité physique touche autant les territoires urbains, périurbains ou ruraux. C'est précisément la raison pour laquelle le Programme national de l'alimentation renforce le rôle des territoires et prévoit d'outiller les collectivités pour établir des diagnostics locaux fiables, mais aussi comparables et actionnables. Alors c'est peut-être pas un joli mot, mais on est vraiment dans la nécessité d'être dans l'action aujourd'hui. Voilà. Le troisième élément qu'on peut retenir, c'est vos exemples, l'exemple d'Anglet et de Grand Angoulême qui montrent la voie, en fait. Ce sont des exemples concrets de ce que promeuvent la SNANC et le PNA 4. La transversalité entre services, vous l'avez dit, la coopération entre la santé, le sport, l'enfance, l'urbanisme et la construction d'actions au plus près des besoins, qu'il s'agisse d'aménagement scolaire, d'accompagnement des femmes enceintes avec l'ordonnance verte, de projets éducatifs de territoire qui sont renforcés ou de la lutte contre la sédentarité. Ces témoignages montrent que lorsqu'un territoire se saisit d'une mission, santé, nutrition, l'impact est là, il est rapide, il est visible et il est durable. Le quatrième point, bien sûr, c'est les projets alimentaires territoriaux. On en a un peu parlé, mais ils sont là et ils sont des leviers essentiels.
Lorsqu'on parle d'ordonnance verte, eh bien, c'est en lien avec le CLS, mais aussi avec le projet alimentaire de territoire. Et sur la Nouvelle-Aquitaine, on en a une quarantaine aujourd'hui qui sont dans une dynamique positive, une dynamique opérationnelle, en action. Et la STANC est vraiment très claire sur ce point-là. À l'horizon 2030, les PAT devront être des outils structurants, doivent être, c'est plus positif, des outils structurants de la transition alimentaire territoriale. Donc, ne pas l'oublier. Ils permettent d'agir effectivement simultanément sur l'alimentation, la santé, l'environnement, l'équité sociale. On est vraiment dans une démarche, dans une dynamique systémique dans ces PAT. Ils favorisent la cohérence entre les acteurs agricoles, sociaux, éducatifs, sportifs, et ils sont également au croisement de toutes les actions que nous avons discutées ce matin. La restauration collective, la mobilité active, la lutte contre la précarité alimentaire, l'éducation à l'alimentation, la structuration des filières locales. Enfin, un dernier message, c'est que la cohérence nationale, régionale, territoriale est désormais en place avec la STANC, qui est vraiment le cadre stratégique unique, le PNA 4, qui a une approche et qui apporte des leviers concrets et opérationnels aujourd'hui, et les territoires, bien sûr, que ce soit les collectivités, les PAT, l'ARS, la DRAF, qui sont vraiment les acteurs qui permettent la mise en œuvre. Écoutez, merci beaucoup. Ce webinaire montre que nous avons déjà des dynamiques exemplaires en région, Anglette, Grand Angoulême, mais il y en a bien d'autres sur tous les territoires, et surtout une envie collective d'agir ensemble. Donc je souhaite que cette rencontre marque le début d'un cycle d'échanges constructifs, de coopération, d'inspiration mutuelle, parce que ces exemples peuvent être essaimés. La transition vers une alimentation saine, durable et moins sédentaire et accessible à tous ne pourra réussir que si elle est partagée et accompagnée au niveau territorial, au niveau local. Donc merci à tous pour votre mobilisation. Et je laisse la parole à l'ARS. Merci beaucoup. Bon, qu'ajouter après tout ça? Tous les mots-clés ont été cités. Évidemment, je m'associe à tous les remerciements qui ont déjà été formulés en direction de tous nos intervenants de la matinée, de toutes les actions que peuvent déployer les personnes qui sont connectées, et de tout ce qui pourra se mettre en œuvre à l'avenir. Moi, si je me mets vraiment sur la synthèse de ce que je trouve dimensionnant dans cette matinée, c'est au-delà de l'enjeu de santé publique majeur dont on a parlé, c'est un des déterminants fondamentaux de la santé et de tout le parcours de vie santé des individus. On a beaucoup parlé de la géographie. La géographie, effectivement, un élément fondamental pour le diagnostic. L'ORS en a parlé. Il y a plusieurs mailles géographiques et on a un enjeu de descendre le plus finement possible. Alors, le plus finement possible pour construire la politique publique qui se construit à ce niveau-là. On n'a pas toujours besoin de finesse. Deuxièmement, la géographie, c'est un élément de planification majeur. Planification pour des structures régionales, planification au niveau départemental, planification au plus fin au niveau des collectivités. L'enjeu majeur de cette planification, c'est de lutter contre les inégalités de santé. Alors, elles peuvent être sociales, les inégalités territoriales de santé, ça prend une place de plus en plus forte. Ces inégalités, elles se perçoivent différemment selon le niveau d'analyse de la géographie qu'on va avoir. On l'a dit, il y a des cartographies régionales qui peuvent mettre en avant des territoires dans des situations beaucoup plus dégradées que d'autres, mais au niveau territorial, en fait, dans chaque territoire, on peut toujours trouver un problème et il y a donc toujours un motif légitime à agir. C'est simplement qu'on part d'un point différent. Dernier point, la géographie, c'est un cadre d'action. On ne peut pas mettre en œuvre à la même vitesse les mêmes actions dans les différents territoires. Il y a des opportunités qui existent dans les endroits, elles peuvent être différentes en un autre. Nos deux intervenants de deux collectivités l'ont bien mis en avant. Finalement, la dynamique, l'important c'est qu'elle se lance, qu'il y a un point d'accroche initial, et ensuite elle va de plus en plus pouvoir toucher un public large, élargir nos priorités. Alors, les priorités en santé publique sont toujours un peu les mêmes. On va cibler
quand un public qui a une forme de précarité, il y a plein de types de précarité, on va évidemment cibler les jeunes, parce que c'est eux qui sont en train de construire leur capital santé. Ça ne peut se faire que sur une base finalement de convergence et de cohérence des différentes politiques. C'est là où je me raccroche au deuxième point marquant de la matinée, la santé dans toutes les politiques. Oui, construire du capital santé sur la nutrition et l'activité physique, la prévention primaire en général, c'est activer des leviers qui dépassent très largement le champ classique de la santé. Et ma prédécesseur en a parlé, la dimension finalement de l'alimentation, tout ce qui peut se faire au niveau agricole, la dimension de la cohésion sociale, ça a été évoqué ce matin, tout un ensemble d'éléments qui, si je puis dire, construisent un aménagement du territoire pour la prévention. Sur ce champ, le levier majeur pour l'ARS, c'est les contrats locaux de santé. Alors on a parlé de la charte PNNS, c'est effectivement un enjeu majeur pour nous que les collectivités puissent s'engager dans cette charte PNNS qui recouvre de nombreuses dimensions, ça a été cité. Il n'y a pas que la charte PNNS, il y a d'autres actions qui peuvent se construire et trouver leur place dans des CLS. Aujourd'hui, je vais insister sur tout ce qui peut être porté, tout un ensemble de programmes qui en fait sont construits sur des données validées scientifiquement. Santé publique France a fait un gros effort pour mettre en place un répertoire qui s'appelle Repère Prév, qui prend en compte de plus en plus d'actions, qui sont des actions qui sont directement actionnables. On a parlé de la nécessité d'obtenir du résultat. Et ben ces programmes ont des modes d'emploi, si je puis dire, pour être déployés au niveau territorial. Ils peuvent être soutenus par l'ARS, c'est dans notre politique de prévention et de promotion de la santé. Et à nouveau, je pense que l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir exploiter les dynamiques, qu'on soit là pour vous encourager à nos différents niveaux. La prévention, c'est l'affaire de tous. Au niveau territorial, je tiens à remercier toute l'action de PQNA pour mettre en avant ces dynamiques, vous soutenir. Il y a de très belles choses encore à faire, il y a de très belles germes, il y a du partage d'expériences qui est possible. Donc n'hésitez pas à revenir vers les services de l'ARS, à parler entre vous, et on soutiendra toutes les initiatives dans la foulée de cette matinée. Merci à tous. Merci à tous les deux, merci à tous pour votre participation. Comme vous l'avez compris, on vous donne rendez-vous très vite pour nos prochains temps d'échange. Nous vous invitons du coup à regarder encore une fois dans le chat, mais la prochaine date du coup aura lieu le 26 mai à Bordeaux. Le programme est déjà en ligne et vous pouvez vous inscrire. La journée suivante donc aura lieu le 9 juin à Chasseneuil-du-Poitou, au QG Sport Santé. Et le 23 juin, nous irons à Saint-Angèle en Corrèze. Donc l'intérêt de ces journées-là, on est à peu près sur un programme similaire avec évidemment des intervenants et des exemples qui seront pris en fonction plutôt de là où on se situe. L'objectif, c'est plutôt de nous rapprocher des territoires et de pouvoir continuer cette dynamique, les échanges entre acteurs, de repartir avec des ressources et également de pouvoir échanger avec des collègues d'autres collectivités, voire d'autres services sur ces questions et ces enjeux de nutrition. Donc n'hésitez pas à regarder le programme et puis dans tous les cas le replay de ce webinaire sera disponible assez prochainement sur le site de PQNA. Encore désolé pour les petits problèmes techniques de démarrage, mais a priori tout s'est bien terminé. Donc je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée.